Sur ce live aujourd'hui. Comme je l'ai souligné dans le titre pour ceux qui l'ont vu, aujourd'hui, je souhaiterais parler d'un facteur qui nécessite beaucoup plus d'attention de notre part. Il est question du néocolonialisme. Et très souvent, en fait, je vous dirai d'abord, je vais commencer par vous dire pourquoi je fais ce live. Eh bien, en tant que militante panafricaniste, très souvent, je lis ce qui apparaîtrait comme des critiques que certaines personnes émettent vis-à-vis des militants panafricanistes, qui portent à dire que les panafricanistes se focalisent trop sur la France en ce qui concerne les pays qui ont été colonisés par la France. J'aime pas trop le terme francophone, mais se concentrent trop sur la France ou sur l'Occident en général et oublient que nos nations sont dirigées par des personnes corrompues et que par conséquent, toute l'attention ou tout notre militantisme devait plutôt porter sur ces dirigeants-là qui sont la source, selon eux, des difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés, de la situation dans laquelle se trouvent la plupart de nos pays. Alors, j'ai jugé nécessaire de faire ce live pour expliquer ce que c'est que le néocolonialisme, pour aider les gens, les uns et les autres, à comprendre ces manifestations et à comprendre ce pourquoi des militants comme moi dénonçons le néocolonialisme et sont convaincus que c'est la néocolonisation qui est la principale source des problèmes auxquels nos pays sont confrontés et de l'impasse dans laquelle la plupart de nos nations se trouvent. D'abord, nous allons commencer par une définition très simple de ce que c'est que le néocolonialisme. Et le néocolonialisme, en fait, c'est la continuité de la domination économique, politique, militaire et culturelle par les anciennes puissances coloniales ou même des nouvelles puissances coloniales si possible, qui continuent d'exercer un certain pouvoir sur certains pays qui ont été colonisés par le passé. Alors, je vais essayer d'être aussi terre à terre que possible dans ce live, car je veux m'en excuser, mais je voudrais que cette conversation soit à la portée de tous. Donc, je vais essayer d'utiliser un langage qui est assez terre à terre pour que tout le monde puisse me saisir et puisse me comprendre. Donc, quand on parle de la néocolonisation, eh bien, qui dit colonisation, qui dit néocolonisation dit néo et colonisation. Donc, dans le mot, nous avons néo qui veut dire nouveau et nous avons colonisation. Donc, la néocolonisation, c'est la nouvelle forme de colonisation. Et donc, comme le disait le premier président du Ghana, le Kwame Nkrumah, le néocolonialisme est la dernière étape de l'impérialisme. La dernière étape de l'impérialisme. La première a été la colonisation. Non, la première a été l'esclavage, la deuxième a été la colonisation et la troisième, c'est la néocolonisation. Alors, qu'est-ce que Nkrumah veut dire par là? D'abord, nous allons faire un travail d'histoire. La plupart des pays qui ont obtenu leurs indépendances, notamment en Afrique, l'ont obtenu après la Deuxième Guerre mondiale. Au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, presque toutes les nations colonisées à l'époque par les Européens ont commencé par réclamer leurs indépendances, que ce soit l'Inde, que ce soit les pays d'Afrique, que ce soit les pays du Moyen-Orient, etc. Pourquoi? Parce que les populations de ces pays qui ont été sujettes à des dominations et des exploitations extrêmes et atroces des pays occidentaux se sont dit, si vous êtes capable d'aller en guerre pour défendre votre liberté, pour défendre votre pays, eh bien, pourquoi est-ce que vous privez les autres peuples de leur liberté? D'autant plus que pour combattre les nazis, les puissances coloniales, dans leur forte majorité, ont eu recours aux soldats importés de leur colonie. L'Angleterre a fait venir plus de 300-400 000 soldats de l'Inde et de l'Afrique. La France également a fait venir des centaines de milliers de soldats de l'Afrique. Et donc, ce sont les soldats des colonies qui les ont aidés à obtenir leur liberté et à vaincre les nazis. Alors, quand ils se sont rendus compte que les populations de ces pays
ont commencé par réclamer leurs indépendances et que ceux-ci étaient prêts à s'allier avec les nations qui n'étaient pas des nations coloniales, mais pouvaient les aider à obtenir leurs indépendances, notamment l'Union soviétique, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus maintenir les colonies pendant trop longtemps. D'abord, ils sont sortis de la guerre militairement et économiquement affaiblis. Et secondo, ils avaient en face d'eux une nation qu'ils voyaient comme étant un grand ennemi, qui était l'Union soviétique, car ces puissances occidentales étaient dans une guerre idéologique farouche contre les communistes qui voulaient tout simplement la fin du capitalisme et mettre fin à ce système impérialiste que nous connaissons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donc décidé de créer des institutions. Alors, nous avons vu une mutation dans le modèle colonial, avec la création des institutions auxquelles ont maintenant été confiés le projet colonial. Et dans ces institutions, nous avons la Banque mondiale, nous avons le FMI, nous avons l'Organisation mondiale du commerce, nous avons bien d'autres organisations qui ont été créées principalement pour, soi-disant, faire avancer les intérêts des populations du monde, mais dont les tests et les politiques ont été écrites de façon à assurer les intérêts des puissances occidentales qui avaient remporté la Deuxième Guerre mondiale. Alors, à la rencontre de Bretton Woods qui s'est déroulée en 1946, les Occidentaux ont mis sur pied des institutions qui maintenant devraient couvrir notre colonisation. Et donc, nous sommes passés d'une colonisation où ce sont les pays individuellement qui ont pris les nations à maintenant des institutions dirigées par ces pays-là qui maintenant assurent la continuité de notre colonisation. Pour ce faire, d'abord, il a fallu nous faire croire que nous étions indépendants. Alors, pour certains pays, cette indépendance a été arrachée avec le sang de leurs citoyens, avec des années de guerre, que ce soit en Algérie, que ce soit au Cameroun, à Madagascar et d'autres parties du monde, en Indochine, etc. Les gens ont pris des armes pour se libérer. Et donc, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas continuellement faire la guerre contre tous les peuples qui voudraient leur indépendance. Mais ils avaient besoin continuellement de nous maintenir sous leur contrôle, surtout pour pouvoir assurer le projet capitaliste qui vise à obtenir le plus moins cher possible les matières premières de notre part et nous faire consommer le plus cher possible les produits finis qu'on produit. Donc, nous sommes sortis de cette indépendance d'abord avec une surfacturation et une surestimation de nos dettes. La plupart des pays qui ont été colonisés se sont retrouvés à leurs indépendances avec des dettes que leurs puissances coloniales disent avoir pris pour financer les infrastructures dans ces pays. Nous savons tous que les infrastructures qui ont été construites durant la période coloniale l'ont été principalement pour favoriser la collecte de nos ressources premières, le pillage de nos ressources périères, que ce soit les wharfs, que ce soit les ports, que ce soit les routes. La plupart de ces infrastructures ont été créées spécifiquement pour extraire et sortir nos matières premières. Mais nous avons reçu l'addition, la facture de ces infrastructures où on nous a dit le Togo, vous devez tel montant à la France, le Ghana, vous devez tel montant au Ghana, le Cameroun, vous devez tel montant à la France, l'Angola, vous devez tel montant au Portugal, etc. Donc, nous nous sommes retrouvés avec des dettes sans tête ni queue que nos populations n'ont pas demandé, mais que nous avions la responsabilité de rembourser. Secondo, nous nous sommes retrouvés également dans une situation où nos pays, en sortant de la colonisation des indépendances, avaient des besoins économiques qui ont été créés par les puissances coloniales, que seules ces puissances coloniales pouvaient remplir. Parce que nous avons développé des économies qui étaient devenues complètement dépendantes autour de nos puissances coloniales. Imaginez, vous avez vécu presque un siècle sous un modèle économique où les produits finis sont importés de certaines parties du monde. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens vont arrêter de consommer, par exemple, les cacahuètes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas produites dans notre pays. C'est un exemple banal, hein. Ou que les gens vont arrêter d'importer
les stylos parce qu'on ne les produit pas encore dans notre pays, ou que les gens vont arrêter de conduire des voitures parce qu'on ne les produit pas encore dans nos pays, ou que les gens vont arrêter d'importer, je ne sais pas, des motos ou des volos parce qu'ils ne sont pas encore produits dans notre pays. Donc, pour pouvoir arriver à ce stade de l'industrialisation où nous serions capables nous-mêmes de fabriquer les produits que nous consommons et de substituer l'importation à nos productions locales, nous avions besoin d'argent. Alors, ces mêmes puissances coloniales, sous l'égide des institutions qu'elles ont créées pour continuer la colonisation, à savoir le FMI et la Banque mondiale, nous ont donc octroyé des prêts. Et dans certains pays où il y avait des nationalistes au pouvoir qui ne voulaient pas accepter les conditions dans lesquelles ces prêts pouvaient être octroyés, eh bien, tout a été fait pour les enlever. Non seulement pour la question de la dette, mais aussi pour des questions monétaires, idéologiques, etc. Donc, nous avons vu, au cours des années 60 et des années 70, des coups d'État un peu partout sur le continent où les dirigeants nationalistes ont été assassinés et remplacés par des laquais, des bénis oui-oui qui, eux, allaient accepter les conditions que ces puissances coloniales imposaient à nos pays. Alors, ils ont déversé de l'argent dans nos marchés à des taux d'intérêt extrêmement faramineux pour financer notre surconsommation et la surfacturation des produits et des services que nous fournissaient. Et je vais aller en détail en fournissant certains exemples qui me permettront d'illustrer ce que je viens de dire. D'abord, quand nous regardons le côté éducation, pour la plupart de nos pays, eh bien, les programmes scolaires n'ont pas été décolonisés. Ça, nous le savons très bien, c'est un débat que nous aurons une prochaine fois. Mais contentons-nous tout simplement du système éducatif tel qu'il est présentement. Est-ce que vous savez que pour les anciennes colonies françaises, les pays africains dits francophones, le Togo, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Mali, Niger, Tchad, etc., 90% des manuels scolaires dans nos pays viennent de 2 compagnies françaises. 90%. Ce ne sont pas des chiffres que je donne au hasard, ce sont des données de la Banque mondiale. 90% des manuels scolaires dans nos pays, que nous utilisons dans nos pays, sont non seulement produits par 2 maisons d'édition françaises, mais sont imprimés en France. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 60 ans que nous sommes soi-disant indépendants. 90% de nos manuels scolaires viennent de la France. Ces 2 maisons d'édition sont Edicef, qui appartient à la compagnie française Hachette, et la compagnie d'édition française Hatier. Le livre Mamadou et Bineta, que nous tous connaissons dans ces pays disant francophones, sont produits en France, écrits par les Français pour les Africains. D'abord, dans la composition des manuels scolaires, surtout en ce qui concerne la lecture, vous allez trouver des livres comme mon premier livre de lecture, mon deuxième livre de lecture, études et développement, etc. Et dans ces livres qui sont africanisés, vous allez voir des noms africains comme Mamadou, Bineta, Fanta, Kodjo, Afi, Kweku. Et vous penseriez que ce sont des livres qui ont été écrits par des Africains, mais non. Ce sont des Français qui ont été envoyés en Afrique, qui ont observé notre culture et qui ont écrit leur interprétation de notre culture dans des manuels scolaires. Ce qui veut dire que nos enfants à l'école lisent l'interprétation que font les auteurs français de notre culture africaine. Alors on voit des textes comme Babalo et Afi vont au marigot. Et Kodjo et Koku vont au champ. C'est la lecture de la culture africaine par les Français que nous étudions. Mais, comme je l'avais dit, cette conversation aujourd'hui ne porte pas sur le contenu. Parlons tout simplement du côté économique et financier. Selon l'UNESCO,
15% du budget alloué à l'éducation dans les pays d'Afrique francophone, les pays anciennes colonies françaises, car j'aime pas trop le terme francophone, 15% du budget de l'éducation de nos pays est alloué aux manuels scolaires. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les manuels scolaires dans nos pays sont tout simplement subventionnés. Vous savez, l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le piège mercantiliste, capitaliste américain, occidental produisent aujourd'hui, c'est de balayer du revers de la main toutes les critiques des militants panafricanistes en faisant passer les Africains pour des paresseux, les Africains comme étant les seuls responsables de leurs problèmes, une situation qui dédouane donc les pays occidentaux, qui aide le narratif occidental en leur faisant croire qu'eux n'ont rien à voir avec notre situation. Nous sommes maîtres de notre destin, maîtres de nos malheurs, les seuls responsables de nos malheurs. Bien sûr, je ne nie pas notre implication dans ce qui nous arrive, mais ce serait donc tout simplement irresponsable et c'est un déni et une négation de ne pas reconnaître le rôle principal que joue dans le sort des pays africains. Alors, pour revenir à l'argument que je voulais donner, ou bien à ce que je voulais dire, quand je disais que l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le modèle soi-disant mercantiliste occidental promeuvent, en nous faisant croire qu'avec l'entrepreneuriat, nous aurons une solution à tous les problèmes de l'Afrique, eh bien, si ces personnes entendent ce que je dis, ils vont dire... qu'est-ce qui empêche les Africains de produire leur manuel scolaire? C'est pas aux Blancs de tout faire pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'allez tout simplement pas créer vos propres manuels scolaires? Il suffit que vous mettez sur place des maisons d'édition et donc vous commencez par imprimer des livres et voilà. Mais pourquoi vous vous plaignez? Est-ce que ce sont les Français qui vous ont forcé à aller commander 90% de vos manuels scolaires en France? Eh bien, la réponse est oui. Et je vous dirai en quoi est-ce que cette réponse est oui. Est-ce que vous savez que à cause de la situation économique de nos pays, l'éducation est plus ou moins subventionnée par l'État? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les manuels scolaires que nous utilisons dans nos pays, nous ne les achetons pas au prix auquel nos États les ont achetés pour les distribuer sur nos marchés. Quand vous achetez les livres Siam, livres de physique, Durando, premier livre de lecture, abécédaire, etc., dans les librairies, vous pensez que c'est le prix auquel ce livre a été produit ou bien le prix auquel il est vendu par son éditeur. Ce n'est pas le cas. Quand vous achetez votre manuel scolaire à 5 000 francs pour votre fils, sachez que l'État l'a acheté à plus du double de ce prix et l'a subventionné. C'est l'État qui est l'importateur principal et les librairies locales s'approvisionnent chez l'État. Alors, ces manuels scolaires sont subventionnés par l'État. Et comment est-ce que l'État trouve l'argent pour subventionner nos manuels scolaires? Par les prêts que nous donne la Banque mondiale. Maintenant, le plus grave, c'est que ces prêts ne sont même pas virés sur nos comptes, où la Banque mondiale dit on donne un prêt de 200 millions au Togo pour subventionner ces manuels scolaires pour 2024. Non. La Banque mondiale paye directement la maison d'édition française. Et la maison d'édition française livre la commande de nos pays. Imaginez des millions d'élèves qui lisent ces livres. Donc l'État subventionne notre consommation de ces manuels scolaires pour qu'ils puissent être moins chers à la portée des citoyens. Et cette subvention se fait par des prêts. Ce qui veut dire que depuis 60 ans, nous remboursons des prêts pour subventionner des manuels scolaires que les maisons d'édition françaises produisent, vendent à un prix surestimé avec aucune compétition.
Vous savez, j'ai travaillé dans le système éducatif américain pendant 4 années avant de quitter les États-Unis. Et quand je travaillais pour l'école, je travaillais pour une école publique. Aux États-Unis, les écoles sont organisées en districts. En une ville, vous pouvez avoir 2 ou 3 districts. Chaque district a la liberté de commander les manuels scolaires de n'importe quel fournisseur et éditeur en fonction du programme et en fonction de leur budget. Il n'y a pas une seule maison d'édition qui a la monopolie en ce qui concerne la production et la vente des manuels scolaires. Ce qui fait que vous pouvez avoir des enfants de la même ville qui vont dans les écoles publiques, mais qui ont des manuels scolaires différents. Du moment où le contenu correspond au programme de cette année, ça peut venir et être produit par n'importe qui. C'est le libre marché. Mais chez nous, 2 maisons d'édition françaises ont la monopolie depuis 60 ans. Nos États sont incapables de dire « Cette année, nous ne commandons pas nos livres en France, nous allons les commander au Canada ou en Australie ou en Belgique ou je ne sais pas. » Ou de dire « Donnez-nous l'argent, nous allons financer nous-mêmes en Afrique la production de ces manuels scolaires. » Pourquoi? Parce que les mêmes institutions qui nous donnent les prêts sont dirigées par qui? Les Français, les Anglais, les Américains. Quand vous regardez le FMI, leur secrétaire général est toujours français. Et quand vous regardez la Banque mondiale, c'est toujours un Américain. Et donc le FMI, la Banque mondiale nous donne un prêt que nous remboursons sur plusieurs années. Et donc il n'y a pas de compétition. Alors, l'Africain lambda, qui dans sa naïveté, tombera sous le piège de cette promotion du mercantilisme qui vise à positionner l'entrepreneuriat comme la solution à tous les problèmes en Afrique aujourd'hui, qui prendra 5 millions pour aller mettre sur place une maison d'édition et dira « Moi, en tant qu'Africain, je suis dérangé par la situation. Je vais produire des manuels scolaires que nous allons consommer en Afrique. » Il ne pourra pas les vendre. Pourquoi? Parce que le manuel scolaire importé de la France est subventionné. Donc, lui, son manuel scolaire coûtera 2-3 fois plus cher que le manuel scolaire importé de la France. Parce que l'État le subventionne. Et l'État lui dira qu'il n'est pas capable de subventionner, lui, l'Africain, le Togolais, le Ivoirien, le Guinéen, le Malien, qui produit un manuel scolaire parce qu'il n'en a pas l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent qui a investi dans le financement de ces manuels scolaires vient directement du bailleur de fonds sous forme de prêts. Alors, la néocolonisation, c'est le financement de notre consommation dans les colonies à un prix inéquitable au travers de la dette. Et ça permet donc l'enrichissement faramineux des compagnies occidentales. Vous imaginez Hachette et Hatier qui, depuis 60 ans, se font des milliards chaque année, sans aucun effort. Tout simplement parce que leur pays a colonisé nos nations. C'est ça, le néocolonialisme. Et j'ai un montant pour vous. Selon l'UNESCO, l'importation des manuels scolaires en Afrique francophone seule de la France s'élève à 500 milliards de francs CFA sur 10 ans, soit 50 milliards de francs CFA par année. Donc chaque année, nous dépensons 50 milliards cadeaux pour acheter des livres en France. Juste des manuels scolaires. Hein. 50 milliards. Que 2 compagnies françaises se tapent depuis 60 ans. C'est ça la néocolonisation. C'est ça le néocolonialisme.
Ensuite, je vous donnerai d'autres exemples. Venons-en à l'agriculture. Aujourd'hui en Afrique, quand on parle de la vie chère, beaucoup de personnes savent que les choses deviennent chères. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la vie chère. Mais là, je vais me concentrer sur la cherté des produits alimentaires. Est-ce que vous savez, selon encore les chiffres de la Banque mondiale, parce que je ne veux pas émettre des chiffres et on va dire qu'elle invente des chiffres, selon les chiffres de la Banque mondiale, depuis 2020, le coût des engrais importés en Afrique a triplé. Ça n'a pas augmenté de 10%, 20%, 30%, 50%, 100%. Ça a triplé le coût d'importation des engrais. Mais figurez-vous que selon cette même Banque mondiale, 90%, et encore le chiffre 90, par coïncidence, 90% des engrais utilisés en Afrique sont importés. 90% de l'Occident. Et encore une fois, l'importation de l'engrais en Afrique est elle aussi, de la même manière que les manuels scolaires sont subventionnés, l'engrais est subventionné par l'État. Parce que quelqu'un nous disent, vous n'avez pas d'argent pour importer en grande quantité. Nos compagnies ne peuvent pas vous vendre en petits montants. Donc, si vous voulez commander, vous devez commander en grande quantité. Mais étant donné que nos paysans en Afrique sont majoritairement pauvres et que nous ne faisons pas de l'agriculture industrielle, il n'y a pas un seul paysan dans aucun pays africain qui puisse commander de l'engrais pour 50 millions de dollars. Donc, c'est l'État qui commande. Et pour que, selon eux, l'engrais puisse être accessible aux paysans, l'engrais est subventionné par l'État. Et comment se fait la subvention de l'engrais par l'État? Encore par la dette. On donne un prêt à nos gouvernements pour subventionner l'achat de l'engrais et les prix ont triplé, ce qui fait que malgré la subvention, nous avons un véritable déficit. Les données indiquent que le paysan africain lambda utilise entre 18 et 22 kg d'engrais par hectare. 18 et 22 kg d'engrais par hectare. Le paysan chinois utilise 400 kg d'engrais par hectare. Vous entendez? Le paysan africain utilise entre 18 et 22. Le paysan chinois utilise 400 kg d'engrais par hectare. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que le paysan chinois récolte 20 fois plus par hectare que le paysan africain. Ce qui veut dire que pour chaque sac de maïs que le paysan africain produit par hectare, le paysan chinois en produit 20. Comment est-ce qu'avec cela, nous n'allons pas avoir de déficit alimentaire? Comment est-ce qu'avec cela, nous pouvons manger à notre faim? Quand on regarde la population de la Chine et de l'Afrique, elle s'avoisine. Nous sommes tous deux autour de 1,4 milliard, 1,5 milliard. Mais c'est nous qui mourrons de faim. Tout simplement parce que nous n'avons pas l'argent pour acheter de l'engrais. Et l'engrais même que nous utilisons à déficit est encore subventionné par l'État. Mais ce n'est pas encore tout. Si seulement l'engrais qui était subventionné allait complètement dans la production vivrière, le déficit serait encore un peu plus minimal. La réalité est que nos États empruntent de l'argent dans des devises étrangères. Le dollar,
en forte majorité, et aussi des fois en euros. Par conséquent, nous avons l'obligation de rembourser dans ces devises étrangères. Pour pouvoir avoir les devises étrangères, nous devons vendre, exporter pour obtenir les devises étrangères. Alors, nos États allouent presque 80% de l'engrais qu'ils ont subventionné avec des prêts que nous devons rembourser à la culture de rente. Cette culture-là qui est destinée à la consommation occidentale. Le café, le cacao, l'EVA, le coton. Ces cultures de rente consomment 80% de l'engrais. Et le paysan qui cultive le haricot, le maïs, le sorgho, l'igname, lui n'a pas d'engrais. Sa récolte est si petite qu'il en a à peine pour se nourrir lui-même et sa famille sur une année. Et c'est pour cela que la nourriture est trop chère. Voilà pourquoi les gens crient la faim. Voilà pourquoi nos populations n'arrivent pas à s'alimenter. Nous avons donc une machine coloniale qui est en place, qui nous prive à différents niveaux. Et donc nous nous retrouvons dans un cercle vicieux où de chaque côté nous sommes pénalisés. Alors les personnes qui s'aventurent dans l'agriculture vont vous dire les problèmes auxquels elles sont confrontées. Ça, nous ne parlons que de l'engrais. Nous avons d'autres problèmes structurels encore plus graves quand on regarde l'agriculture. Nous avons l'accès à l'eau. Nous avons la question de l'énergie. Nous avons la question du transport. Nous avons la question de la conservation, de la transformation. Mais là, je ne parle même que d'un seul phénomène. Donc ça déjà, c'est un seul exemple que je vous donne sur la question de l'engrais, de l'agriculture. Venons-en à un autre exemple, la propriété intellectuelle. Beaucoup de choses dans ce monde, surtout en ce qui concerne les innovations scientifiques, ont été patentées par les pays occidentaux. Voilà pourquoi les autres nations en développement, ou aujourd'hui aussi riches que les occidentaux, investissent énormément dans la science. Que ce soit la Chine, la Corée du Sud, le Japon, lui, a toujours été très avancé dans la science. L'Inde, la Malaisie, ils investissent beaucoup dans la science. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont passé leur temps à patenter beaucoup de soi-disant innovations scientifiques, des innovations qu'ils n'auraient pas été en mesure d'effectuer, n'eût été les découvertes qu'ont effectuées d'autres peuples sur plusieurs millénaires. En fait, aujourd'hui, il n'y a aucune science qui existe d'elle-même. Pour qu'on puisse avoir le téléphone, il a fallu que certains découvrent d'autres technologies de communication, que certains inventent l'Internet, que certains inventent le VoIP, que certains inventent comment l'appelle-t-on, l'électricité, etc. La science se construit en chaîne. Les Occidentaux ne peuvent pas dire que tous les produits scientifiques aujourd'hui sont le fruit de leur imagination, de leur créativité. Mais ils ont réussi à patenter beaucoup de créations. Par conséquent, l'acquisition de certaines technologies, l'acquisition de certains savoir-faire et de certaines sciences revient tellement cher que nos nations sont trop pauvres pour s'investir dans ces domaines.
que ce soit la pharmacie, que ce soit l'ingénierie médicale et d'autres domaines scientifiques, il nous est difficile d'entrer dans ces secteurs parce que le coût pour y entrer est extrêmement cher. Car ces savoirs ont été patentés par les Occidentaux. Ensuite, vous avez les traités commerciaux qui sont une véritable arnaque pour la plupart du temps. Où les Occidentaux viennent et disent, nous allons faire un traité entre votre pays et notre pays. Certains traités sont bilatéraux, d'autres sont multilatéraux. En exemple des traités bilatéraux, je vais citer l'AGOA, qui est un traité entre les États-Unis d'Amérique et beaucoup de pays africains, visant soi-disant à aider les paysans africains à importer leurs produits aux États-Unis sans barrière douanière. Et en échange, les compagnies américaines aussi peuvent exporter certains produits sur le marché africain. Beaucoup de nos dirigeants ont ratifié ces traités, super contents, les États-Unis nous ouvrent leur marché, maintenant on peut exporter aux États-Unis, bla 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 bla. Mais comment se manifeste cela? C'est un traité néocolonial. D'abord, je vous donne un exemple pour illustrer la situation. Il y a de cela quelques années, le Rwanda avait interdit l'importation des déchets textiles que les Américains appellent, ou les Occidentaux appellent, les vêtements de deuxième main, les friperies, au Rwanda. Pourquoi? Parce que les études montrent que une forte majorité, plus de 60% de ces vêtements qui sont importés en Afrique ne peuvent même pas être portés. Ce sont des déchets. Une grande partie est jetée, que ce soit les habits, les chaussures, les sacs. Donc, comme ça pose un problème environnemental dans leur pays, ils les emballent et les envoient sur nos marchés pour les vendre moins cher. Il y a une petite partie qui est récupérée, qui tue aussi l'industrie textile chez nous, mais la forte majorité devient un problème environnemental dans nos pays. Quand vous allez dans certains pays africains, ces déchets textiles sont déversés à la plage et polluent l'eau. Alors le Rwanda a interdit l'importation des friperies. Les États-Unis automatiquement sont montés au cran et ont sanctionné le Rwanda, comme quoi le Rwanda est en train d'enfreindre l'AGOA. Car selon eux, si les paysans rwandais peuvent exporter les produits agricoles aux États-Unis, les Américains, eux aussi, peuvent exporter leurs produits textiles au Rwanda. Certes, quand on entend cela, ça a l'air du gagnant-gagnant. Mais la question que l'on devrait se poser, c'est quel est le pourcentage d'importation des produits agricoles des États-Unis à partir du Rwanda? Les données même montrent que de toutes les consommations agricoles aux États-Unis, moins de 5% viennent de l'Afrique. Toute l'Afrique, là, nous contribuons à moins de 5% de la consommation agricole des Américains. Et pour ces 5%, eux peuvent venir déverser n'importe quel déchet sur nos marchés. Et on nous dit que c'est un accord commercial. C'est du gagnant-gagnant. Et quand nous avons des dirigeants qui haussent le ton contre cela, automatiquement c'est un problème. Ils ont enfreint un traité. C'est de cette inégalité qu'on parle quand nous parlons du néocolonialisme. C'est de ces accords qui nous piétinent et qui empêchent notre essor économique, qui détruisent nos économies locales. C'est de ça qu'on parle. Il y a des études de l'organisation occidentale Oxfam, je ne sais plus si elle est anglaise ou américaine, c'est une ONG internationale, qui disent que pour chaque café
africain qui est exporté, le paysan africain gagne 1% du prix auquel ce marché et ce café est vendu comme produit fini. Ce qui veut dire que quand le citoyen américain achète une tasse de café à 2 $, le paysan africain a 1%. 1%. 1%. C'est de cela qu'il est question quand nous parlons de néocolonisation. Ce ne sont pas tous les États africains qui sont dirigés par des fantoches. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de dirigeants africains qui dénoncent le statu quo. J'ai écouté tout récemment un discours du président du Botswana et j'ai été très impressionnée par ses prises de position. Mais la réalité est que, comme le disait Thomas Sankara avant d'être assassiné, combattre ces puissances individuellement est difficile, pénible, voire impossible. Parce qu'ils arrivent à fermer les choses à différents niveaux. Regardez tous les embargos et tout le déchaînement contre le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Au cours de ces dernières années, seulement sur le plan militaire et économique. Mais ça va au-delà. Et donc, quand nous parlons de la néocolonisation et quand nous parlons de panafricanisme, c'est pousser à ce que les revendications soient faites de façon collégiale. Parce que si nous allons en rang dispersé, comme le dit Thomas Sankara, ils peuvent assassiner tel dirigeant. Ils peuvent faire un coup d'État dans tel pays. Ils peuvent étouffer des voix individuelles. Mais si l'approche est faite de façon collégiale, nous constituions un moyen de pression. Et nous pouvons exiger le changement des tests et le changement des paradigmes. Mais comment est-ce que nous pouvons y arriver quand nous avons des laquais à la tête de nos nations? Quand nous avons des bénis-oui-oui? Quand nous avons des individus égoïstes? Et quand nous avons des individus qui sont complètement incultes, qui nient même l'existence du colonialisme, qui nient même l'existence du néocolonialisme. Je vous donne un exemple, l'ancien président du Niger qui a été enlevé par coup d'État, j'oublie son nom, j'ai vu une vidéo dans laquelle il niait carrément l'existence du néocolonialisme. Celui qui a été enlevé l'année dernière, ou l'année surpassée, je ne me rappelle plus. Quand nous avons des dirigeants qui refusent d'accepter cela, eh bien ça arrange ceux qui nous dominent. Cette situation que j'ai décrite, elle s'applique à tellement de secteurs. Éducation, santé, agriculture, l'importation des armes, l'achat des armes, etc. C'est dans tous les secteurs. Nous avons une continuité de la colonisation qui se fait par le biais des institutions. Nous ne sommes plus des colonies individuelles. Donc, de la même manière que nos colons se sont coalisés sous forme d'institutions pour pérenniser notre domination, nous devons aussi coaliser notre résistance pour venir à bout de cette colonisation, pour mettre fin à cette néocolonisation. Merci, quelqu'un me rappelle Mourabel Bazoum du Niger. Voilà. Il a été tellement insignifiant et inutile que je ne me rappelle même pas de son nom. Nous devons coaliser
nos efforts et notre résistance. Comme je le disais au début de ce live, deux vérités peuvent coexister. Un patient du cancer peut développer le palu. Ce qui serait bête, c'est que son oncologiste et son généraliste se disputent en disant que non, il n'a pas le cancer, non, c'est le palu. On peut avoir et le cancer et le palu. Il faut traiter les deux. Et des fois, voir lequel traiter d'abord. Le cancer peut prendre des mois ou des années à le tuer, mais le palu peut le tuer en l'espace de quelques jours. Alors, de la même manière, quand ceux qui nous disent que vous tapez trop sur les colons, et les colons sont partis à 60 ans, attaquez vos dirigeants, ce sont eux les corrompus, ce sont eux les voleurs, ce sont eux les assassins. Dans la forte majorité des cas, ces dirigeants n'existeraient même pas si ces Occidentaux et cette puissance n'avaient pas un intérêt économique continu avec nos nations. Parce que nous ne les avons pas choisis dans leur forte majorité. Ils nous ont été imposés. Les Togolais n'ont pas choisi les Gnassingbé. Les Tchadiens n'ont pas choisi les Déby. Les Camerounais n'ont pas choisi Paul Biya. Les exemples sont légion. Mais même dans certains cas où nous les choisissons, nous avons des pays qui ont eu des dirigeants qui avaient beaucoup de bonne volonté, mais qui n'avaient pas été en mesure d'effectuer un changement. Parce qu'ils sont insignifiants. Parce qu'ils sont minoritaires. La forte majorité, c'est des laquais. Certes, nos dirigeants sont corrompus. Mais l'argent qu'ils volent à travers la corruption est infime par rapport à l'argent que nous perdons à travers le néocolonialisme. Très souvent, quand les gens disent « ils pillent les richesses de l'Afrique », leur attention est totalement portée sur les ressources nationales. On vole l'uranium au Niger, on vole le phosphate au Togo, on vole le pétrole au Nigeria, on vole le diamant en Sierra Leone, etc., etc. C'est vrai. Même les accords et les traités qui portent sur l'exploration et l'extraction de ces ressources naturelles sont totalement injustes. Vous avez des pays où ils prennent le pétrole et ils nous donnent 5%. Mais il y a des pays en Afrique qui n'ont aucune ressource naturelle, mais dont les populations ne sont pas pauvres. Donc ce n'est pas que l'extraction et le pillage de nos ressources qui posent un problème. Vous avez des pays comme l'île Maurice. Ils n'ont rien au sous-sol, mais ils sont les plus riches en Afrique. Parce qu'on les laisse tranquilles. Puis vous avez des pays qui ont tout, comme le Congo, dont les populations sont les plus marginalisées, les plus pauvres, les plus piétinées sur le continent. Parce qu'on a besoin de maintenir le chaos et le désordre pour pouvoir continuer l'extraction. Mais le côté minéral est minuscule quand on regarde l'ensemble de l'appareil colonial. Ce qui leur apporte de l'argent, c'est notre surendettement. C'est comme quelqu'un qui vous donne, c'est comme si vous allez dans un magasin pour acheter un vêtement et le propriétaire du magasin vous dit, si vous achetez cet article et que vous payez comptant, vous pouvez le prendre à 10 000 francs. Mais si vous voulez l'acheter à crédit, je vous le vends à 50 000 francs. Je vous donne un prêt de 50 000 francs pour l'acheter que vous devez me rembourser avec intérêt. Donc non seulement vous l'achetez plus cher, mais vous le remboursez aussi avec intérêt. C'est de ces accords qu'il est question.
Nous finançons nos consommations à tous les niveaux par la dette. Et comme ce sont eux qui nous donnent la dette, nous avons donc l'obligation de l'acheter chez eux. Quand vous regardez la plupart des pays d'Afrique, soi-disant francophones, pendant longtemps, exclusivement, les véhicules du gouvernement étaient des marques françaises. Peugeot, Renault. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Parce que nos États, n'ayant pas l'argent comptant pour l'acheter, l'achètent non seulement à crédit, mais à des prix soi-disant subventionnés par les bailleurs de fonds. Donc, si la voiture devait coûter 30 000 €, on le vend à nos gouvernements à 50 000 € et on leur donne un prêt de 50 000 € pour l'acheter directement chez Renault avec un intérêt que nous devons rembourser. Et bien entendu, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel système économique, pas qu'au niveau national ou bien au niveau étatique, même au niveau individuel, au niveau des particuliers, quand vous consommez plus que vous produisez, vous serez toujours endetté. L'individu lambda ne sait pas ce que coûte à nos États la formation de chaque enfant africain. Le citoyen lambda qui paye ses impôts, qui se plaint qu'on lui prend des impôts, ne sait pas que ces impôts vont au remboursement des dettes qui ont servi à subventionner une consommation qui a été surfacturée pour maintenir le système colonial, pour pouvoir assurer que non seulement nos puissances coloniales continuent de produire et de vendre, mais vendent à un prix bien au-delà de la normale. Et quand vous regardez même le secteur pharmaceutique, c'est le comble. La plupart des médicaments, des sérums, etc. dans nos pays sont subventionnés par l'État. Les produits antipaludéens, etc. sont subventionnés. Mais subventionnés par quoi? Par des dettes. Et nous sommes donc incapables de sortir de ces dettes. D'un côté, nous avons des dirigeants qui volent une partie pour ce qui est de l'argent qui leur est donné. Mais de l'autre côté, vous avez des dettes qui sont utilisées pour financer nos consommations et ensuite des dettes qui sont utilisées pour des infrastructures que les mêmes compagnies occidentales viennent construire chez nous. On vous donne un prêt pour construire des routes. La compagnie qui va construire les routes, elle appartient à un pays créancier. La Chine vous donne un prêt pour construire des routes, c'est les Chinois qui construisent la route. Les Américains vous donnent un prêt pour construire un port, c'est les Américains qui vont construire le port. Les Français vous donnent un prêt pour construire un highway, une autoroute, c'est les Français qui vont construire l'autoroute. C'est ça la continuité du colonialisme. Et donc, nous avons besoin, en tant qu'Africains, de comprendre que nos indépendances ont été fictives. Excusez-moi, juste une seconde, je reçois une notification. Nous avons besoin de comprendre que nos indépendances ont été fictives. Et nous devons pouvoir exercer en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant que militant, la pression nécessaire sur nos dirigeants pour que ceux-ci, d'un côté, se sentent obligés de refuser certaines choses et pour que dans certains cas, l'on puisse faire tomber ceux-là qui jouent le jeu de nos colons, ceux-là qui nous ont été imposés pour continuer la domination coloniale. Sur ce, je vais m'arrêter. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi.